et d'une complication plus rare qui sont les migrations de cathéters. Alors à Rouen, on aime bien les QCM. Donc selon vous, quelle est la complication la plus fréquente d'une fistule? L'ischémie tissulaire, les anévrismes, la thrombose ou l'infection? Alors, on a l'habitude d'utiliser les densités d'incidence ou les taux d'incidence pour exprimer la fréquence de survenue d'un événement, et c'est défini par le nombre de nouveaux cas sur le temps d'exposition au risque. Et ça peut s'exprimer en années patients, en 1000 jours patients ou en 1000 séances patients, mais il y a une tendance actuelle dans la littérature à utiliser les 1000 jours patients et à abandonner les années patients. Donc, par exemple, si vous avez 5 bactériémies sur cathéter en 2020, sur 50 000 jours d'exposition, ça vous fera 0,1 épisode pour 1000 jours cathéter. Alors, les infections d'abord vasculaires, c'est la deuxième cause d'infection en dialyse, et ces données sont issues du registre Dialin qui montre que les infections de site d'accès représentent un quart des infections, loin devant les infections pulmonaires, les infections urinaires ou les infections digestives. Et le risque d'infection va dépendre de l'abord que vous utilisez. Il sera multiplié par 3 si vous avez un Gore-Tex et par 20 si vous avez des cathéters. Alors, les infections de FAV peuvent donner uniquement des signes locaux avec des rougeurs, des douleurs, de l'œdème, de la cellulite, des nécroses cutanées, mais elles peuvent se compliquer en cas de bactériémie, de spondylodicite, d'abcès cérébraux et d'endocardite, comme ce qu'on observe avec un cathéter. Et les facteurs de risque d'infection de FAV retrouvés dans Dialin sont le diabète, l'hygiène précaire du patient, les antécédents de bactériémie, et notamment à staphylocoque doré, et les antécédents cardiovasculaires. Alors, les recommandations américaines, canadiennes et espagnoles ont défini des seuils que nous devrions obtenir, qui est de 0,03 pour 1000 jours patients pour les fistules et 10 fois plus pour les Gore-Tex. Alors, pour ceux qui aiment les années patients, j'ai converti à côté. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme taux dans la littérature? Cette méta-analyse retrouve sur une période de 15 ans, sur 6500 fistules, un chiffre de 0,11. Donc, nettement supérieur à ce qu'on devrait atteindre. Et vous voyez qu'il y a des études où il n'y a pratiquement pas d'infection et d'autres où le taux d'infection est 30 fois supérieur au taux moyen. Quand on se contente de regarder les infections locales, 0,03, avec là encore d'importantes disparités selon les études, avec des centres où les infections sont 10 fois supérieures au taux moyen. Et là, vous retrouvez en premier lieu le buttonhole. Et en fait, le buttonhole très vite a été confronté à ces problèmes d'infection survenant au niveau des points de ponction. Et cette étude vous montre que le risque d'infection est 63 fois supérieur lorsque vous utilisez le buttonhole contre une ponction standard, à tel point que les DOCI 2019 ne recommandent plus d'utiliser cette technique de ponction. Et quand on s'intéresse maintenant aux bactériémies, 0,05, là encore, d'importantes disparités de résultats. Alors, qu'est-ce qui se passe en France? Donc, on a les derniers résultats de Dialin en 2017, parce que Dialin s'est arrêté en 2017 et a été remplacé par le Spiadi. Vous voyez que là, en France, on est bon. On a un taux de 0,01 pour les fistules et de 0 pour les prothèses. Ça, c'est pour toute infection confondue. Quand on regarde les bactériémies, donc pareil, 0,01 et 0 pour les prothèses. Donc, les résultats sont bons. Et voici les données 2020. Et vous voyez que les infections sur cathéter, elles sont nettement plus importantes que les infections sur fistule ou les infections sur Gore-Tex. On s'aperçoit que les infections sur cathéter sont d'autant plus importantes, sont plus importantes dans les CHU que dans les CHC et puis dans les autres centres de dialyse. Peut-être parce que les patients sont plus lourds. Alors, quelle est la prise en charge d'une infection de fistule? Donc, voici les recommandations de la société espagnole. Il faut utiliser une antibiothérapie qui vise le staph, mais qui vise aussi les bacilles gram négatifs si vous avez une fistule au niveau du membre inférieur. Et cette antibiothérapie devrait être par voie intraveineuse pour une durée de 6 semaines, intraveineuse uniquement s'il y a de la fièvre. Et ensuite, ce qu'il faut faire impérativement, c'est une échographie de votre abord pour savoir si l'infection est limitée au tissu ou s'il y a un thrombus associé à l'intérieur du Gore-Tex ou de la fistule. Si l'atteinte est localisée, l'antibiothérapie pourra suffire. Parfois, une chirurgie segmentaire sera nécessaire. Mais si vous avez un thrombus, un saignement, une atteinte de l'anastomose ou une atteinte systémique, il faudra ligaturer la fistule et la prise en charge est identique pour les Gore-Tex.
Alors, un autre point qui est l'infection silencieuse des cortex thrombosés, notamment chez les patients greffés. Cette vieille étude avait montré que chez les patients qui avaient un cortex en place, symptomatique, tous étaient positifs à l'indium scan, tous avaient du matériel purulent lors du retrait et 15 étaient bactériémiques. Mais quand on prend des patients greffés asymptomatiques, on s'aperçoit que 15 sur 21 avaient un PET scan positif, 13 ont retrouvé du matériel purulent et aucun de ces patients n'était bactériémique. Donc, devant un syndrome inflammatoire, une bactériémie inexpliquée chez un greffé ou chez un ancien dialysé qui a encore son cortex en place, pensons toujours à cet abord. Alors, la prévention, ça commence dès la création. Et la VAS recommande une antibioprophylaxie préopératoire lorsqu'on pose un cortex, lorsqu'on pose un accès artério-veineux complexe, mais ne recommande pas l'antibiothérapie lorsque c'est un abord artério-veineux dont la confection sera simple. Et la prévention passe par une hygiène importante du patient au moment avant la ponction de la fistule, lors de la compression et par la formation du personnel, car la plupart des infections de fistules artério-veineuses natives surviennent parce qu'il y a eu faute d'asepsie. Alors, 4 cas parlant des migrations de cathéters, je n'ai pas trouvé de grande étude. Donc, le premier cas, c'est celui d'une femme de 44 ans qui était dialysée pour, qui avait des leucaphérèses, à qui on pose un cathéter jugulaire interne gauche. Et dès la troisième séance, elle se met à être dyspnéique et la radio vous montre un élargissement du médiastin, un épanchement pleural. Et vous voyez que le cathéter, alors qu'il était bien positionné sur les premières séances, avait traversé le tronc veineux innominé gauche et avait donc entraîné un hémomédiastin. Deuxième cas, c'était celui d'un patient de 75 ans qui avait un cathéter tunnelisé de dialyse jugulaire et qui avait chuté. Et lors de la séance après la chute, vous voyez apparaître une bradycardie, puis un arrêt cardiaque qui a été récupéré. Et le cathéter avait migré et transpercé le mur de la veine cave lors de la chute et excitait le nœud atrioventriculaire. Ça, c'est une migration positionnelle. C'est une patiente obèse avec une forte poitrine et elle présentait un saignement du tunnel du cathéter à chaque fois qu'elle se mettait debout. Et là, vous voyez sur cette radio que le cathéter, donc dès qu'elle se mettait debout, sa forte poitrine tirait le cathéter vers le bas et faisait ascensionner le reste du cathéter. Il faut y penser. Alors, n'oubliez pas le guide. Ça, c'est une histoire, je trouve ça incroyable. C'était un homme de 75 ans qui avait été dialysé pour une insuffisance rénale aiguë lors d'une légionellose. Et au moment de la... Et en se coiffant, il sentait quelque chose de dur dans sa tête. Il commence à tirer dessus. Et voilà ce qu'il en sort. Donc, un guide métallique qui avait été laissé en place lors de la pause, qui avait migré de la jugulaire dans le sinus caverneux, dans le cervelet, et qui avait perforé la boîte crânienne. Et ce patient était absolument asymptomatique. Et tout s'est bien fini. Alors, selon vous, quelle est la complication la plus fréquente d'une fistule artério-veineuse? Donc, voilà le résultat. C'est la thrombose, évidemment, mais suivi par l'infection. Et j'étais surpris de ce résultat. Vous voyez les ischémies tucellaires un peu plus fréquentes. Et en dernier, les anévrismes. Maintenant, si on rapporte ces complications de fistule aux bactériémies sur cathéter, elles sont quand même nettement moins importantes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous continuez à nous faire peur avec vos cas bizarres. Il n'y a pas de chance, c'est indien. Thierry, tu as des questions? Alors, il y a une question sur une remarque